J'ai fait l'INPHB, donc j'ai eu un diplôme de technicien supérieur, donc ce qui m'a permis d'être économiste chez Kofi Diabaté. En cherchant à trouver des solutions à ça, que je suis venu à l'architecture. Parce que j'ai fait le lycée scientifique de Yamoussoukro. Je me posais déjà des questions. Parce que c'est la ville de Yamoussoukro, une ville bien maîtrisée en termes d'urbanisme. Et le lycée scientifique, j'ai fait l'internat, de la 4e à la 3e. Donc je me posais des questions et je voulais comprendre qui sont ces personnes derrière ces bâtiments-là. Et en creusant, je découvre que ce sont des architectes. Et je me suis dit, tiens, je veux être architecte. Ah ouais. Voilà. Et le matin de architecte. Voilà, donc c'est en faisant ce parcours-là que je deviens architecte. Mais ça m'a pris du temps. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer les architectes qui ont fait le lycée scientifique. Ah ouais. C'est formidable. Si, voilà, c'est formidable. Bonjour à tous et bienvenue dans Archi Raconte, le deuxième épisode de ce podcast dans lequel nous allons parler d'un sujet très intéressant et un sujet très essentiel qu'il faut savoir. On va parler des logements sociaux des années 60 en Côte d'Ivoire et à la fin, on va essayer de faire un contraste avec ce qui se fait aujourd'hui dans notre société actuelle. Et donc pour cela, je suis avec Modeste Palais, qui est un jeune architecte ivoirien, voilà, qui a eu l'occasion de travailler sur ce sujet-là. Et on aura l'occasion de revenir sur le travail, un bon travail qu'il a mené sur les réalisations de l'agence DLM. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et pour la suite, je suis avec aussi Ben Mohamed, avec qui je co-anime ce podcast. Ça va, Ben? Oui, ça va chez toi? Super bien. Oui, ça va super. Deuxième épisode qu'on va entamer, assez intéressant. Et déjà, les différents retours qu'on a eus du premier podcast. Oui, c'est intéressant. Et ça nous permettra aussi de nuancer ce point-là de la terre, est-ce que c'est bon ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on aura d'autres constructions qui n'ont pas essentiellement été faites en terre, mais qui ont apporté aussi du bien-être. Bon, bref, on revient à notre invité. Modeste Palais, bonjour, bienvenue. Bonjour, Yacouba. Merci d'être là. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir dans ce nouveau studio. Voilà. Et on va parler de plusieurs thèmes. Voilà, on va parler de l'urbanisation massive qu'a bien connue autour des années 60. On va aussi parler du rôle des architectes dans les projets locaux. On va aussi parler de l'impact de l'agence DLM, justement, que j'ai dit au début de l'intro. Et également les défis actuels du logement qu'on a actuellement à Abidjan. Et même pas qu'à Abidjan, aussi en Afrique et tout. On croise beaucoup de défis qu'on a surmontés. Et donc, avant de commencer, on va faire un jeu. Là, je te demande de prendre ces images-là. Et tu as 5 secondes par image. Tu me donnes le nom du projet, la situation et par qui ça a été construit. Bon, là, j'ai le CHU de Cocody qui a été fait par DLM, du Cham Laras et Minost, dans les années 60. Voilà. Le deuxième. Alors, là, on a le marché de Trècheville. Qui a brûlé. Aussi, qui a brûlé. Qui a brûlé, oui. Ouais. Qui a brûlé. Et il faut noter aussi que c'est DLM qui l'a fait, comme le projet précédent, et que tous les marchés réalisés par DLM ont été brûlés en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Bon, on aura l'occasion. Il était aussi triste par rapport à ça. Il dit, tous les marchés que j'ai construits. Ils étaient tous tristes, et même du charme encore plus. Ah ouais, c'est vrai. Ensuite, le troisième. Alors, ça, c'est l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui est aussi l'œuvre de Duchamp, Laras et Minost, construit dans les années 60. Mais avant ça, il y avait déjà un projet entamé par leurs prédécesseurs, Badani et Roudolu. Voilà. Donc, et il y a Minost qui a spécialement travaillé sur la tour de contrôle. Effectivement. Voilà. Et donc, quand tu vois toutes ces images-là, ils ont un lien. Ils font partie de l'urbanisation massive qu'Abidjan a connue. Il y avait différents plans qui avaient été établis, notamment en 1952, avec le plan Badani, voilà, où tu vois l'édification des quartiers qui commencent à sortir. Et aussi le plan de la CETAP dans les années 60, où tu vois aussi l'aéroport qui avait été prévu. Tu as aussi le quartier de Trècheville, Marcory, Koumassi, Yopougon qui commence à sortir un petit peu. Et tu as aussi les quartiers du plateau. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est le premier quartier à être urbanisé. Quand tu vois aussi au niveau de la trame, les différentes zones qui ont été établies. Alors pour toi, avant, on appelait le plateau le quartier européen. Pourquoi selon toi?
Parce que c'était majoritairement habité par les Français, donc on va dire les colons. Et de par sa situation aussi sur la côte, la colline, donc on a une vue panoramique sur Abidjan, donc on voit venir les gens. Et aussi la position des camps militaires autour pour se préserver. Donc c'était l'emplacement idéal, quoi. Et surtout quand tu regardes la trame au fait du plateau, c'était intéressant qu'on a cette forme-là où on a une facilité d'air qui circule et tout. Le plateau est entouré aussi de la lagune, tout ça. Donc on avait les camps militaires auparavant, on avait des camps militaires au niveau d'Adjamé. Donc qui coupaient au fait Adjamé, qui était l'un des quartiers populaires, indigènes aussi. Exactement, tu vois. Et de l'autre côté, on avait au départ le pont flottant, donc qui reliait Adjamé et Treichville, et le port, tout ça. Donc le plateau, réellement, il a été choisi de manière très intéressante parce qu'auparavant, c'était Grand Bassam. Après, la capitale est venue à Bécherville. Et après, ils ont trouvé maintenant, avec la mission Oudaï, de trouver une autre capitale qui sera la nouvelle capitale d'Abidjan, cette forme de ville nouvelle là et tout. Ils ont vu Abidjan et ça a commencé au plateau. Ouais, c'est vrai. Après, moi j'ai un passage que j'ai lu dans le livre d'Henri Diabaté. Notre Abidjan. Ouais, Notre Abidjan, qui a été écrit aussi avec Kodjo, j'ai oublié le reste de son nom. Il y a un passage que j'ai lu qui disait, par exemple, quand il était 18h, les indigènes devaient quitter le plateau. Donc, moi, ce passage, j'ai lu au moins plus de 20 fois parce que je n'arrivais pas à croire, en fait. Genre, il y avait quelque chose comme ça qui s'est passé à Abidjan. Parce que moi, quand j'ai lu ça, j'ai automatiquement pensé à ce qui se passait, par exemple, en Afrique du Sud, avec l'apartheid. J'ai dit, mais non, à Abidjan, on a connu ça, mais ça m'a étonné, carrément. Mais il faut remettre aussi dans son contexte. C'est qu'on était aussi dans une époque colonisée, c'est vrai. C'était vraiment pas difficile de faire venir les Africains, les Noirs et tout au plateau. Parce que c'est pour ça qu'était le quartier européen, le quartier des Blancs. Tout, on avait des constructions, des trucs, on en parlera, qui étaient hyper intéressantes, la trame et tout. Même les rues, comment c'était dimensionné, les arbres qu'il y avait autour de ces rues-là pour amener le bien-être et tout ça. Ça veut dire que c'était pensé pour et par les Européens. C'est vrai. Le cadre était idéal aussi. Exactement. Et la position du plateau fait que ils avaient l'air pur, donc ils ne tombaient pas malades comme dans les autres capitales. Parce que les autres capitales, ils les ont quittés parce qu'ils tombaient beaucoup malades là-bas. Abidjan, au niveau plateau, l'air est pur. Ouais, c'est vrai. Avec la lagune et tout, tu as le vent toute la journée. Mais bon, après, en parlant de l'urbanisation de la ville, on a aussi des quartiers comme Cocody, qui est le quartier modèle, en tout cas où il y avait la classe supérieure, moyenne qui y vivait. Tu avais aussi des cadres également qui habitaient ces lieux-là. Tu as aussi Adjamé où tu as des logements accessibles à tous. Effectivement. Tu as des logements pour célibataires, des logements quand tu es en couple. Voilà. Et à Treichville également, Treichville a connu une urbanisation très intéressante où ça a été marqué par une diversité sociale et économique. Quand tu prends par exemple Treichville avec cette question de cours communes là, tu vois que tout le monde habite en fait en communauté. On regarde ce qui se passe chez le voisin, tu vois. Quand tu as besoin de quelque chose, tu peux prendre le sel chez le voisin. En fait, c'est une vie en fait qui se crée dans le quartier de Treichville. Là, quand on voit l'urbanisation de ces quartiers-là, ça a été fait par la CICOJ, qui a été la première la première société immobilière de construction. Et donc, je vais te demander cette fois de prendre ces images-là et tu vas les retourner une à une. Vas-y, tu me donnes le nom de l'opération. Alors, ça, c'est les tours Golem, toujours par DLM. Et il y a une anecdote là-dessus, c'est que quand il réalisait ce projet, le promoteur ne voulait pas que DLM soit retenu. Mais en vrai, parmi tous ceux qui ont postulé, il n'y avait que DLM qui pouvait le réaliser parce qu'ils avaient une forte expérience en termes de logements sociaux, en termes de technique, en termes de gestion et de mise en œuvre pour ce genre de projet. Donc, ils n'avaient pas le choix que de travailler avec eux. Mais pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer c'est qui DLM c'était quoi finalement? Bon, DLM, c'est Duchamp, Larras et Minost, qui sont des architectes français, diplômés de l'école des Beaux-Arts.
donc Ducharme le plus âgé, qui est né en 1926, qu'on a malheureusement perdu cette année, en janvier, donc qui est décédé à 98 ans, qui est le fondateur. Donc lui, il est arrivé en Côte d'Ivoire en tant que jeune architecte en 1954. En 1954. Et il était rattaché au cabinet Badani et Roudolu, qui sont en quelque sorte les architectes précurseurs. Voilà, les architectes précurseurs de l'agence DLM finalement. Donc, une fois arrivé en Côte d'Ivoire, il a suivi les projets du lycée classique et aussi le palais du Congrès du Sénégal, donc, et le pont aussi, réalisé par Badani. Et puis, au niveau la place de la paix, c'est ça, non? La place de la République, et puis le bureau de la Poste qui est là, c'est aussi l'œuvre de Ducharme. Donc, le palais de justice. Le palais de justice, qui est pour moi le plus beau bâtiment d'Abidjan. Ouais, c'est ce que Minos a dit. Voilà. Ouais, c'est Badani. Oui, c'est Badani et Roudolu. Le palais de justice. C'est ce que Minos a dit aussi également. Ouais. Il a dit pour lui, le bâtiment le plus beau d'Abidjan, c'est le palais de justice. Quoi. Mais ce qui est intéressant dans ce palais, c'est qu'il déjà il a été fait en 1949. Ouais. Donc là, on était en pleine période coloniale et tout ça. Et on a au fait ces formes de costra là, qui permettait au fait de faire passer cette ventilation. La ventilation Ensuite, naturelle. on a le matériau qui a été utilisé, qui est magnifique. Tu vois. On a ces pierres de moellon qui sont utilisées là et qui tirent au fait un peu, même si c'est une forme d'architecture vernaculaire qu'on avait dans nos régions et tout ça. Et quand tu regardes ce bâtiment, il est vraiment intéressant en forme de U et tout. On a une bonne ventilation, une cour intérieure qui est assez exceptionnelle, la couleur même des tôles et tout ça. C'est vraiment un patrimoine à sauvegarder et à garder. Effectivement. Ouais. Donc, DLM, c'est ça. DLM est né en 1956 de Ducharme. Et après, Minos l'a rejoint dans les années 60. Et ensuite, l'ARAS s'est associé à eux dans les années 70. Voilà. Donc, DLM, c'est une agence qui a réalisé... je dirais plus de 25 000 logements partout en Côte d'Ivoire. Donc, logements sociaux, ils connaissent. Et puis, pas mal d'équipements. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'aéroport, du CHU de Cocody, de l'université aussi, parce qu'ils ont fait la faculté de médecine et les laboratoires aussi. Et puis, le centre culturel français. Voilà. Et pas mal de projets. Oui, plein. Là, je pense qu'ils ont tellement de projets qu'on n'arrive pas à les chiffrer. Non, on ne peut pas. Enfin, on peut, mais il faut un travail vraiment laborieux pour recenser leurs travaux. Parce qu'il y a des archives aussi qui ont disparu, du coup, ça complique un peu le travail. Parce que là, même actuellement, vous vivez dans un appartement, peut-être que ça a été fait aussi par DLM, vous ne savez pas. Donc, restez jusqu'à la fin, suivez ce podcast. Vous allez découvrir de belles anecdotes. Voilà. Et donc, l'image suivante. Alors, là, on a Adjamé 220 logements. Le fameux projet. Voilà, le fameux projet qui est en quelque sorte réalisé par DLM toujours. Donc, c'était le projet de passation vraiment entre DLM et entre Badani, Roudolu et DLM. Donc, le premier gars de DLM, Ducharme. Donc, Minos est arrivé en Côte d'Ivoire et il a commencé déjà avec... il est arrivé en 57. Il est arrivé en 57 et en 57... Badani négociait déjà les marchés, donc c'était en phase DCE, donc il négociait déjà les marchés pour les entreprises. Et Minos me disait comme ça que Badani était un grand négociateur et il a beaucoup appris à ses côtés, tout comme Ducharme. Donc vraiment, et c'est le premier projet de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Donc là, on a 1600 logements sociaux en vrai. Mais après... on prend toujours le nom de 220 logements pour définir tout cet ensemble, mais c'est pas ça. C'est que la partie en patio, là, les bâtiments en bande qui font un rectangle, c'est là qu'il y a les 220 logements. Jamais Liberté. Voilà, c'est ça. En fait, c'est là que l'opération a commencé et après, tu as les tours qui commencent à ressortir, tout ça, et qui commencent à s'étendre vers Adjamé Sud, Adjamé Nord, tout ça. Mais bon. Mais ce qui est intéressant aussi avec les 220 logements et tout ça, c'est que quand on essaie de faire un fil conducteur, c'est qu'on ne peut pas parler d'urbanisation en Côte d'Ivoire sans pouvoir parler de DLM, sans pouvoir parler de Badani. Ils sont à la base de tout. Parce que quand on finit au fait, vers les années 1955 et 56, avec l'arrivée de Ducharme, on est aussi dans une période de transition en Côte d'Ivoire où on commence petit à petit à sortir de cette période coloniale et tout, avec l'administration coloniale. Et aussi, on a maintenant une nouvelle donne avec d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte. Félix Soufé-Boigny et d'autres personnes à côté de lui qui vont venir, au fait, pour pouvoir
impulser une nouvelle politique. Je se dis qu'on n'est plus obligé au fait de fixer, bien de mettre le spectre sur seulement l'administration coloniale. On n'est plus obligé de seulement se limiter au plateau. Il faut également prendre en compte la population ivoirienne. Et cette population ivoirienne, elle doit se loger, elle doit vivre décemment. Et donc, il va y avoir maintenant d'autres programmes de logement où c'est là maintenant les logements sociaux viendront petit à petit. Parce que là, Houphouët-Boigny n'est pas encore président. Et donc, c'est l'administration coloniale qui sera maintenant en charge de pouvoir impulser tous ces projets de logement-là et tout. Mais avec des architectes étrangers. C'est vrai. Et ce qui est bien, c'est que quand on voit tous ces projets qui ont été réalisés par la CICOJ, parce que c'est incarné vraiment une vision de modernisation, une vision ambitieuse de modernisation, tout en prenant en compte les réalités locales, justement, comme tu viens de le dire, le côté géographique aussi, climatique, tout ça, pour concevoir ces projets-là. Et je pense que ça a eu un impact vraiment significatif au niveau social. Parce que quand tu vois la conception des projets, on parlait tout à l'heure de la commune de Treichville, où tu as des habitats qui sont en cour commune. Or, ça, tu ne peux pas retrouver ça à Djamé. À Djamé et Treichville, c'est carrément des types de logements qui sont différents. Tu ne peux pas comparer ça aussi au plateau. Au plateau, c'est le high level, quoi. Voilà. Le quartier européen, comme vient le dire, il y a toutes les commodités qui étaient là, il y avait tous les équipements possibles et tout. Et donc, pour toi, en tout cas pour vous, voilà, je lance la question comme ça. Quelles étaient vraiment les vraies différences qu'on pouvait retrouver dans ces quartiers-là? Quand tu prends, par exemple, Treichville, Adjamé, Plateau. Donc, quel est le vrai détail qu'on pouvait faire ressortir qui montre vraiment qu'il y a une différence entre ces quartiers-là, au niveau des classes sociales, ceux qui habitaient, les cadres et tout? Bon, moi, j'aime bien cette définition de l'architecture qui dit que l'architecture, c'est la rencontre de deux âmes, celle du lieu et celle de l'homme. Et le lieu, du moment où il diffère, on a autre chose. Et les hommes ne sont pas les mêmes en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve. Donc l'architecture suit aussi ce mouvement-là de ces deux âmes. Donc des logements sociaux à Treichville, qui sont en cour commune, ne sont pas les logements de Cocody, de Cité des Arts et autres, parce que ce ne sont pas les mêmes classes sociales qu'on vise. Ce ne sont pas les mêmes habitudes, même si on est dans le même pays. C'est ça. Voilà, donc ça diffère vraiment. Et tu as les logements qui sont à Treichville, qui se développent trop en surface. Or, c'est différent de ce qu'on peut trouver par exemple à Djamé, où tu as les taux qui commencent à sortir de 10 à 12 niveaux, par exemple. Et là, on va faire un petit cours d'histoire sur la CICOJ. Voilà. Alors, on sait que la CICOJ, c'est la fusion de deux autres sociétés. Donc, la SICI, qui est la société immobilière d'habitation à bon marché, c'est ça. Et tu as la SUCI, qui est la société d'urbanisme et de construction immobilière. Je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est ça. Non, respectivement, il y a une qui a été créée en 52 et l'autre en 60, donc pendant la période d'indépendance. Et ces deux-là, vu qu'ils avaient un même objectif, ils avaient le même but, donc ils se disent, bon, pourquoi pas s'associer et créer la CICOJ. Et donc, c'est là que la CICOJ naît. Voilà. Et au début, si je reviens sur la SICI, qui est la société d'habitation à bon marché, eux, au début, ils avaient construit, je crois, 3900 ou 3600 logements qui étaient repartis, en tout cas, dans toute la Côte d'Ivoire. Et c'était des bâtiments qui étaient repartis entre Adjamé et Treichville. Tu avais des logements individuels où tu avais des sanitaires collectifs, d'une part, et tu avais des logements de 3 pièces. Et avant, on pouvait se louer à moins de 2000 francs. À 2000 francs et à moins de 6000 francs par mois. Aujourd'hui, on ne peut pas retrouver ça. On ne peut pas retrouver ça aujourd'hui, mais bon. Et après, vu que la SICI, c'est des habitats bon marché, tu as la SUCI qui vient dans les années 60 pour construire, en fait, pour promouvoir pour les Ivoiriens, en fait, construit selon les grands ensembles européens qu'on peut trouver ici, avec les grands équipements que tu veux retrouver. Tu as les marchés qui sont construits dans le quartier, tu as les écoles, tu as les maternités, tu as tout en fait qu'on peut retrouver dans un petit coin. Ça fait une petite ville, tu vois. Et donc, l'objectif de la SUCI, c'était ça. Et donc, quand les deux fusionnent, ça donne quelque chose, quoi. Et tu as cette question d'habitat économique qui revient et tout, voilà, très intéressant. Si on revient sur la question de 220 logements, voilà, on a parlé un peu vite fait. Je pense qu'on a beaucoup à dire là-dessus, parce que c'est la première vraie opération, en tout cas pour moi, immobilière, où tu as tout, en fait, dans ce quartier-là. Tu as des espaces de jeux, des jardins, des patios, ou même des espaces qui sont créés où tu as la communauté, les femmes qui viennent, qui préparent ensemble, voilà, justement. Et il y a Minos, justement, qui a parlé, qui a raconté une anecdote là-dessus,
où ils voulaient construire en fait une dalle et pour que les femmes puissent piler leurs photos. Et ils se disent, mais ça fait trop de bruit, ça passe pas. Je vais essayer de raconter cette histoire. Oui, parce que vu que Adjamé 220 logements, c'est des logements économiques, donc en termes de matériaux de construction, on part sur le minimum. Donc en termes d'épaisseur de dalle, on était très très fin. Donc avec nos habitudes alimentaires, puis le foutou, ça retransmet toutes les vibrations, charges, les vibrations dans tout le bâtiment. Et toute une famille, des familles ivoiriennes à midi ou 11h30 qui commencent à piler, ça engendre quelque chose quand même. Surtout que Adjamé 220 logements n'était pas habité que par des Ivoiriens. Monsieur Minost, il a habité là aussi. Donc ça donne un peu une image de la mixité sociale qu'on avait dans cet ensemble-là. Donc les architectes, ils revenaient avec le promoteur des années plus tard pour voir ce que ça devenait. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait faire des paillotes à l'extérieur pour que les femmes puissent se retrouver là pour piler le foutou. Et aussi, en plus de cela, quand ils revenaient dans le même moment par rapport à la dalle, il y avait aussi le problème des coépouses. Voilà. Ça, je ne savais pas. Qui trouvait, ça, je ne savais pas. Voilà, il y avait le problème des coépouses. Il y a l'autre qui trouvait que dans la chambre de l'autre, le placard est plus grand. Donc, il fallait que chez elle, on agrandisse aussi le placard. Donc, il y avait ces petits soucis-là que finalement, en faisant les 1600 logements, ils ont résolu au fait ces problèmes-là progressivement pour répondre aux besoins de la population. Parce que c'est très important. Et tout ça, ça a été construit sur 22 hectares. Hein. Mais ce n'est pas que les logements. Il y a tous les équipements. Oui, il y a les équipements qui vont avec les espaces verts, tout. Et les espaces verts, franchement. Qui sont... il faut plus aujourd'hui parce que là, on voit qu'il n'y a plus d'espace vert, il n'y a plus de jardin. Là, même si tu pars actuellement à Adjamé, c'est la terre rouge, quoi. Il n'y a plus de vert. C'est autre chose. Et mes parents habitaient là aussi. Hein. Ah ouais? Donc, oui, dans les années 60. Ah ouais, là, tu as beaucoup de petits Donc, pour moi, c'est l'un des programmes les plus intéressants, au fait, de cette période-là. Parce que c'est pour ces architectes, ça a été aussi un élément pour pouvoir tester également leur démarche qu'ils avaient. Et quand tu regardes les 220 logements, tu avais ce bien-être-là qu'il y avait par rapport aux populations. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'ils n'ont pas fait, au fait, comme on le voit aujourd'hui, où l'architecte, il construit et paf, il s'en va, il ne prend pas de retour, il ne vient pas voir les populations pour savoir comment ça se passe et tout ça. Eux, ils revenaient. Minos, il a même habité ces logements. Pour comprendre réellement. Ça, pour comprendre la sociologie, au fait, de ces personnes-là. Oui. Et donc, il y avait ce problème-là qu'aujourd'hui, on ne rencontre plus. Il y avait ce sentiment-là de pouvoir, eux, puisqu'on pose le problème de dire, oui, c'est des Européens qui ont construit tout ça. Mais malgré que ce sont des Européens, mais ils avaient le souci du bien-être des populations. Pourtant, ils ne sont pas issus, ils ne sont pas ivoiriens. Mais malgré qu'ils sont européens, ils ont pu descendre au niveau des populations pour savoir réellement comment ils fonctionnent, quelle est leur sociologie, comment ils vivent leur habitation pour pouvoir répondre à ces questions. Aujourd'hui, on ne voit pas ça, tu vois. Et donc, si on se limite uniquement qu'aux 220 logements, on étudie clairement et on rentre dans les détails de comment ces logements ont été construits, quelle est l'histoire de ces logements et tout, on aura un guide des logements sociaux en Côte d'Ivoire et dans les autres pays en Afrique de l'Ouest. Belle idée. Hein? C'est formidable. À t'écouter parler, je suis très content. Et pour moi, notre génération, c'est-à-dire la jeune génération d'architectes, on doit vraiment se pencher sur ce sujet-là. Parce que le logement, c'est 90% de l'espace urbain, hein, si on veut le dire. Donc, et nos villes en souffrent aujourd'hui quand on voit l'évolution des villes. C'est terrible. Donc, il faudrait vraiment qu'on reprenne en main cette part de la ville là, pour que les choses puissent bien avancer. Voilà. Et ça se développe à une vitesse vraiment très rapide parce que là, actuellement, il y a Songon là, où on commence à construire des logements. Tu as Benjaville maintenant qui commence à être beaucoup prisé. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui commencent à acheter leur terrain et tout, mais moi, je pense que, en tout cas, il faut faire une politique par rapport à ça. Voilà, il faut dire, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça. On ne doit pas construire en désordre. Ou soit tu as des promoteurs immobiliers qui viennent, qui construisent des logements. Et après, tu as d'autres, ceux qui viennent habiter, qui modifient tout. Ça fait un désordre, en tout cas, dans le quartier. Et ça ne renvoie pas, en tout cas, une belle image après, quoi.
Tu vois. Mais bon, il reste encore une image, vas-y. Ah. Alors, Treichville. Ah oui, le kiosque, le quartier des kiosques. Oui, c'est ça. Oui. Toujours par DLM. Hein. C'est ça. Donc, c'est 140 logements. Oui. Voilà, résidence et kiosque. Donc, oui, qui tourne bien aujourd'hui, qui marche bien, hein, en plus des coûts communs. Et les coûts communs, j'ai écouté aussi Guillaume Kofi dans une interview où il a grandi, il a passé un temps dans ce quartier-là, à Treichville, qui a aussi suscité cette vocation d'architecte-là. Donc, il faut dire que DLM a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup, franchement. Mais là, récemment, j'ai vu une image de ce bâtiment-là. C'était dégradé, quoi. Genre, tu vois qu'il y a l'humidité sur la façade, il n'y a pas de peinture, c'est pas entretenu. Parce que le premier problème, le premier défi, c'est ça. On construit, mais après, il faut entretenir le bâtiment. Tu vois. Or, beaucoup de personnes n'ont pas cette culture-là d'entretenir le bâtiment le chez soi. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre une politique aussi par rapport à ça. Parce que si les locataires habitent dans un logement, il faut qu'il y ait peut-être un syndicat. Bon, chaque mois, on a cotisé tel nombre de francs pour pouvoir faire la peinture au moins, je sais pas, chaque 2 ans ou chaque 3 ans. Ça renouvelle aussi les bâtiments d'une autre part. Effectivement. Voilà. Et par exemple, si je reviens encore 220 logements. En fait, c'est une opération qui me plaît tellement. Parce que je crois, à un moment, il n'y avait plus d'ascenseur dans ces logements-là. Et donc, tu avais de vieilles personnes qui étaient obligées de monter ces escaliers-là. Imagine, tu es au 10e niveau, 9e niveau, c'est fatigant. Ce n'est pas intéressant pour une vieille personne d'habiter dans ce logement-là. Et donc, ils se retrouvent à forcer à quitter chez eux et à trouver un autre logement. Donc ça... Mais récemment, je pense qu'ils ont dû réhabiliter. Et même, ils ont fait un ravalement de façade avec une nouvelle peinture et tout, avec de nouvelles couleurs. Mais bon. Et donc, à part ça, on a aussi la Cité des Arts. Voilà, du Cocody, en face du cabinet du Kofi Diabaté. Oui. Voilà, qui est une très belle opération aussi. Voilà. Mais je pense que ça aurait pris aussi quelques côtes des 220 logements. Oui. Mais avec une légère différence quand même. Mais là-bas, je ne pense pas qu'il y avait des aires de jeu. Je pense pas, je sais pas si... Si, il y a des grandes aires. Si, il y a des espaces verts. Toujours des aires de jeu. Toujours. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Toujours. Et ce qui était intéressant à voir dans la Cité des Arts, c'est que tu avais ces bâtiments-là qui offraient et tout. Mais ce qui a été intéressant, c'est les rez-de-chaussée. Sur pilotis. Oui. Et aussi les parkings. Donc, au fait, tu as ces deux éléments-là. Tu as ces rez-de-chaussée et puis tu as ces parkings-là, où, au fait, c'était des parkings qui étaient, pour certains, qui étaient minérales. On a une toiture en tôle et tout ça qui couvre. Et parfois, il y avait des parkings en bas qui étaient minéralisés. Et pour certains, on avait certains bâtiments où les rez-de-chaussée en bas qui étaient vides. Et ces rez-de-chaussée là-bas, ça permettait aux enfants de pouvoir jouer, de pouvoir rester là-bas, aux jeunes de pouvoir s'asseoir et tout ça. Et donc, finalement, on voit que uniquement à la Cité des Arts, c'est un système qui a été fait également pour la population. Il n'y a rien qui a été fait pour moi, quand j'essaie de voir ces logements-là, il n'y a rien qui a été fait au hasard. Tu vois. Et ils ont sans cesse cherché à pouvoir analyser nos habitudes et voir comment on les transcrit au fait dans le logement. Oui, vas-y. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, au fait, comment DLM arrivait à faire des logements sociaux à moins de coûts en Côte d'Ivoire dans ces années-là? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que l'État mettait à disposition des promoteurs des espaces à bâtir. Donc, c'était en moyenne 300 hectares par an pour 4 000, 5 000 logements. Donc, l'État déjà donnait l'espace. Donc, les promoteurs avaient l'espace et les architectes pouvaient s'exprimer. Et comment les architectes s'exprimaient pour rentrer dans le budget des promoteurs? C'est que DLM, de ce que je sais, c'est qu'ils ont développé un système de construction, par exemple. Optimiser la surface, l'utilisation des briques, par exemple. Par exemple, un espace de 4 mètres x 4 mètres, 16 mètres carrés, c'est ça? Et un même espace de 2,5 mètres carrés, 2,5 mètres x 6,4 mètres, c'est toujours 16 mètres carrés, mais ce n'est pas la même quantité de briques utilisées. Donc, dans le deuxième cas, on utilise plus de briques que dans le premier cas. Donc,
C'est pas pour autant que DLM a fait des projets carrés. Non, les projets sont divers et variés, les espaces sont variés. Donc, c'est là que survient le savoir-faire de l'architecte. Donc, ils avaient déjà développé cette manière de travailler. Et en termes de positionnement des fenêtres, des ouvertures des portes, ils géraient de sorte qu'on n'ait pas de chute, au fait. Donc, tout était calculé. Et ils maîtrisaient aussi les procédés de construction et tout ce qui devait être appliqué aussi sur le gros œuvre. Donc, ces grands œuvres, la peinture, l'enduit, tout était maîtrisé. Donc, ils avaient des pourcentages d'optimisation sur chaque phase du projet qui faisait qu'ils pouvaient rentrer. Voilà, ils maîtrisaient le cahier de charge. Donc, Ducharme et Minos me disaient une fois comme ça que eux, ce que DLM a réussi en Côte d'Ivoire, c'était de rentrer toujours dans le budget du promoteur, de l'État, en respectant le programme, les délais, et puis ce que les clients veulent. Et c'est ça qui fait la réussite de DLM aujourd'hui. Et de ces logements qu'on a en Côte d'Ivoire. Donc, nous, jeunes architectes, on peut s'inspirer de ça. Oui, c'est pas, il le faut. C'est pas un passé très lointain, déjà. On habite ces endroits-là. Donc, et ça tient toujours. Ça tient toujours. Ça tient toujours. En fait, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on cherche tellement des inspirations ailleurs. Pourtant, on a tout chez nous. Pourtant, on laisse les éléments où... C'est-à-dire, moi, c'était une des phrases de mon mémoire. Il disait que au fait, on passe tout le temps devant ces bâtiments. Parfois, on s'abritait quand il pleut. Donc, sur ces retombées de poutres, tous ces éléments-là. Parfois, il y a d'autres même qui sont utilisés comme des abris taxis. Il y a d'autres bâtiments qui sont utilisés comme des repères, au fait, dans la ville. Mais aucunement, on s'est accentué sur ces bâtiments-là pour savoir, mais attends, comment ce bâtiment-là, il fonctionne? Pourquoi ce bâtiment, il est là jusqu'aujourd'hui? Comment il a fait pour résister? Comment le bâtiment là, il est? Savoir lire un bâtiment. Savoir, au fait, quelle est l'histoire derrière ce bâtiment. Et quand on écoute, au fait, les histoires que tu racontes, c'est vraiment magnifique, au fait, tu vois. Je me dis, si nous, étant jeunes architectes, les différentes écoles d'architecture, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun et tout, on essaie de se pencher sur les logements qui ont été construits dans cette période-là, qui est l'architecture post-indépendance. Finalement, on arrive au fait à trouver des solutions à nos problèmes d'aujourd'hui. C'est vrai. Parce que les problèmes qu'on a aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas posés hier, mais ils ont pu trouver des solutions. Pourquoi nous, à notre tour, on n'arrive pas à trouver des solutions? Et moi, c'est en cherchant à trouver des solutions à ça que je suis venu à l'architecture. Parce que j'ai fait le lycée scientifique de Yamoussoukro. Et au lycée scientifique de Yamoussoukro, je me posais déjà des questions. Parce que c'est la ville de Yamoussoukro, une ville bien maîtrisée en termes d'urbanisme, une nouvelle ville même. Une belle ville. Et le lycée scientifique, j'ai fait l'internat de la 4e à la 3e. Donc, je me posais des questions et je voulais comprendre qui sont derrière ces personnes-là. Qui sont qui sont ces personnes derrière ces bâtiments-là. Et en creusant, je découvre que ce sont des architectes. Et je me suis dit, tiens, je veux être architecte. Ah ouais. Voilà. Et le matin de architecte. Voilà. Donc, c'est en faisant ce parcours-là que je deviens architecte. Mais ça m'a pris du temps. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer les architectes qui ont fait le lycée scientifique. C'est formidable. Si, voilà, c'est formidable. Et tu as été la personne la plus proche d'eux, en tout cas pour quelqu'un qui fait un travail sur DLM. Voilà. Tu as été proche des 3 personnes, quoi. Tu les as vus en chair et en os, tu parles tout le temps avec eux, des mails, tout ça. Et c'est vraiment bien. Bon, la race, je ne l'ai pas vue parce qu'ils ne se portaient pas bien quand j'ai commencé à faire mes recherches sur eux. Mais je lui ai quand même envoyé l'exemplaire du travail terminé. Voilà, et il est décédé aujourd'hui, comme Ducharme. Voilà, donc il reste Minos avec qui j'ai gardé aussi le contact. Oui, donc sûr. Il sait que je suis avec vous ce matin. Si. Voilà. On va faire le compte rendu après. C'est vrai. Mais bon, après, quand on regarde tout ça, on voit que c'est des architectes qui ont su s'adapter à un contexte local, même si c'était un territoire qui était différent de chez eux. Mais après, moi, je dis, quand tu es architecte, tu dois savoir t'adapter à tout type de contexte. Effectivement. Voilà, parce qu'ils ils arrivent dans un territoire. Et je crois, il y a un passage que j'ai lu dans ton travail que tu as fait. Tu disais que quand ils sont arrivés, ils ont continué en fait dans cette manière de concevoir l'architecture coloniale. En fait, ils ont continué sur cette ligne-là. Mais après, ils se sont dit, mais bof, quoi.
on va faire pour nous-mêmes, on va essayer de voir ce qu'on peut créer, on va s'inspirer, par exemple, des peuples et tout qui existent, les ethnies, on va rentrer en profondeur, on va essayer de voir toutes les manières de vivre en communauté. L'Afrique, c'est quoi? Comment est-ce qu'on vit en famille? Et ils s'inspirent vraiment de ça pour concevoir leur architecture. Ouais. Et ça, c'est la désobéissance de l'architecte qui emmène ça. Ouais. Et j'ai abordé ce sujet avec Ducharme. Ouais. Et il m'a dit, oui, il fallait qu'il désobéisse pour répondre aux problèmes de la Côte d'Ivoire, aux problèmes locaux. Ouais. Mais les dirigeants, c'est-à-dire les ministres et le président, n'étaient pas forcément d'accord avec cette façon de faire. Là. Donc, ils ont dû faire quand même... ils ont dû s'imposer au fait, parce qu'être architecte, c'est avoir un parti pris. Hein. Oui, bien sûr. C'est s'imposer dans le projet. Le client, oui, il a un besoin, mais il faut s'imposer au fait. Voilà. Et c'est ce qui fait que DLM aujourd'hui et les architectes de cette époque ont pu marquer leur époque. Hein. Henri Chaumette, quand il fait des façades, tout comme DLM, ils vont prendre des potes Dogon ou des potes Senfo pour incrusté au plafond. Il faut avoir du caractère pour le faire. Ouais. Voilà. Donc, être architecte, c'est avoir du caractère, être une force de proposition. Ouais. C'est pour ça, moi, ces bâtiments-là qui, malgré qu'ils ont été construits dans la période coloniale, pour moi, j'ai caractérisé ces bâtiments-là comme des bâtiments de l'architecture post-indépendance. Oui. Parce que pour moi, c'est ces bâtiments-là qui ont fait une rupture avec ce qui était là auparavant. Ils ont décidé de se dire que, OK, stop, nous, on pense autrement. On pense plus au niveau, au fait, comme c'était auparavant, avec des formes des architectures monumentales et tout ça. Et tout. Oui. Nous, on essaie de mettre un autre spectre. Ce spectre-là va être penché sur la population. On essaie de travailler avec eux. On essaie, au fait, de transcrire leur pensée dans le bâtiment et on essaie aussi de construire avec eux. Par exemple, quand on regarde dans les archives de Olivieri Rinaldo, celui qui a fait la pyramide du plateau, oui. La fameuse pyramide. Où il y a un article du MoMA qui est sorti là-dessus, hyper intéressant. Et où le gars, il dit il a plus trouvé des photos de la construction du bâtiment que des plans et des coupes de la pyramide. Pour montrer au fait que la position d'Olivieri, ce n'était pas tellement de montrer la phase conceptuelle, de montrer les plans et tout, mais c'était de montrer la phase de construction. C'était de montrer ceux, au fait, qui allaient construire ce bâtiment-là. Et ces personnes-là qui bâtissent, au fait, l'idée que lui, il a reçue. Et donc, l'une des positions, ça veut que ça devient, en fait, l'architecture devient une sorte de participation. Aujourd'hui, on ne trouve plus. Et ces bâtiments-là, DLM, Henri Chaumette, toutes ces personnes-là qui ont bâti nos périodes post-indépendance, ils avaient cette préoccupation-là. Ils se disent que comment on va faire l'architecture participative, comment on va construire avec les habitants. C'est ça. Il n'y a plus ça aujourd'hui, tu vois. C'est vrai. Oui. Et donc, ça fait que finalement, on s'est dit, oui, architecte européen, oui, ceci, oui, cela. Mais on n'a plus la participation dans nos architectures. Ouais, on ne considère plus les personnes qui vont habiter les bâtiments. Et même, est-ce qu'il y a des archives à Abidjan? Parce que moi, je faisais mon mémoire, j'appelle la Bibliothèque nationale, on me dit non, on n'a pas d'archives, ça se retrouve à la primature. Mais ça fait quoi la primature, en fait? Ça fait quoi la primature? Moi, je vais faire comment pour aller prendre ces informations-là? Donc, il y a un manque, en tout cas, un gros manque. Je pense que tu as parlé de ça aussi. Il y a un passage même que j'ai pris. Attends, je cherche. Tu disais, par exemple, faire l'état de l'art des réalisations architecturales de Michel Ducharme, Christian Larras et Jean-Pierre Minoz revient à faire le constat d'un manque récurrent. Effectivement. C'est ça. Et je m'en suis rendu compte déjà quand je me suis penché sur le sujet. Ouais. Il y a le catalogue de DLM que j'ai découvert chez Kofi Diabaté parce que j'étais économiste aussi chez eux, parce que j'ai fait l'INPHB, donc j'ai eu un diplôme de technicien supérieur, donc ce qui m'a permis d'être économiste chez Kofi Diabaté. Et étant là-bas, dans ma quête de savoir et de compréhension des choses, j'étais beaucoup dans les archives. Donc l'archiviste qui est de Kofi Diabaté, qui est vraiment mon ami, que je rencontre souvent et avec qui j'échange, qui m'a fait découvrir ce livre-là. Et c'était une mine d'or, au fait, pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à creuser et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas grande-chose sur les réalisations. Les réalisations sont là, mais il n'y a pas d'archives qui les accompagnent. Qui expliquent, des textes qui accompagnent, pour te permettre de mieux comprendre. Effectivement. Et dans le cas DLM, c'était vraiment le plus marquant. Voilà. Henri Chaumette, il y avait déjà des travaux faits sur son travail. Le livre de Dalia Touré. Diala Touré. Diala Touré. Voilà, Diala Touré. Et puis un autre historien de l'art
qui a publié aussi un travail. Oui, j'ai vu son article. Son nom m'échappe. Ouais, je crois que c'est Duplay, Noyer Duplay. Voilà, Noyer Duplay, voilà, voilà. Donc, il y avait déjà ces deux travaux. Et pour moi, c'était déjà suffisant pour Henri Chaumette. Ouais. Et je me suis dit, bon, le cas DLM, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut chercher, il faut faire quelque chose de ça. Et c'est en le faisant, et contre déjà vents et marées, parce qu'à l'école, quand je faisais le mémoire en 2021-2022, ils n'étaient pas d'accord, mes profs, parce qu'ils trouvaient que Modeste, il n'y a pas assez d'archives, tu vas te perdre, donc reviens sur un architecte toulousain. Et j'ai dit non. Non, jamais. J'ai dit non. La désobéissance. Voilà, il faut désobéir. Donc j'ai désobéi, comme Renzo Piano le dit, j'ai désobéi et je l'ai. Et j'ai poursuivi. Comment ça s'est passé? J'ai appelé DLM, parce que l'agence était ouverte à cette époque. Voilà, Montrouge. Voilà. Donc j'ai eu l'assistante de l'époque, Olivia, qui m'a vraiment ouvert les portes de l'agence, qui en a parlé à l'associé Julien Ménard, qui a ensuite remonté à Jean Chéron, et Jean Chéron qui m'a ouvert maintenant les portes des 3 associés, y compris Georges Cortassa. Donc c'est parti d'une force de... Voilà, j'ai dû m'imposer au fait pour pouvoir arriver à ça, et j'en suis très content aujourd'hui. Parce que moi, on m'a fait pareil. Hein. Ouais, on m'a dit, parce que moi, j'ai travaillé sur les immeubles de standing en Côte d'Ivoire qui ont été construits entre les années 50 et 80. Et du coup, moi, j'ai travaillé sur un bâtiment qui appartenait à une compagnie d'assurance qui s'appelait l'Abeille, une agence française. Et en fait, moi, j'ai analysé ce bâtiment, je voyais réellement par quoi on pouvait identifier ce bâtiment en tant que logement de standing. Par exemple, dans la cuisine, tu pouvais retrouver un vide ordure. C'est-à-dire que dans la cuisine, tu jettes et ça descend directement à la corbeille. On est en quelle année? Ça a été construit dans les années 50. Ça a été construit entre 54 et 56. Voilà, parce que j'ai trouvé ça dans une revue, l'architecture française, qui en parlait. Il y avait des plans détaillés, tout ça. Donc, moi, ça m'a permis vraiment de travailler là-dessus. Et après, tu as le prof qui dit, mais vas-y, Yacouba, va à Abidjan. Il dit, mais je ne vais pas prendre un billet d'avion comme ça pour aller quelque part. Je ne sais pas en fait sur quoi je vais tomber. Et donc, moi, j'ai dit à mon père, mais vas-y, va au plateau. Et tu essaies de prendre des photos, tout ça. Bah, tu sais, quand tu vas, tu trouves des gardiens, tu vas essayer de soutirer de l'argent. Donc, il est rentré dans le bâtiment, mais malheureusement, il n'a pas pu accéder dans les bureaux parce qu'aujourd'hui, ça a changé. Ça appartient à une autre compagnie d'assurance, AMSA Assurance, quelque chose comme ça. Et donc, il s'est arrêté juste au palier de repos de l'escalier. Et bon, il a pris quelques photos, hein, même avec, au niveau de la galerie aussi. Bon, tu as des poteaux, tu as des poutres, tout ça. Et aussi, il m'a envoyé quelques images de la façade. Mais en gros, ça m'a aidé de voir en fait comment ce bâtiment il est devenu aujourd'hui. Et je crois l'année dernière, je suis allé aussi à Abidjan. Je suis allé aussi avec mon père et tout. On est allé visiter ce bâtiment ensemble. Malheureusement, c'était un dimanche, voilà, tout était fermé. Mais quand même, on est monté et tu as la rotonde. Et il y a mon père qui disait que là-bas, c'était un magasin où on vendait des chaussures de luxe. Voilà, on vendait des chaussures là-bas. Et récemment même, j'ai trouvé, comme par hasard, une image d'archive où tu as la boutique avec en vitrine les chaussures qui sont en vente. Ouais. Et donc, j'ai travaillé sur ça. Et après, c'était un bâtiment de 6 niveaux. Et au premier niveau, tu as des voitures qui pouvaient se garer. Ouais, il y avait un parking et tout. En tout cas, c'était vraiment un immeuble de standing haut de gamme, quoi. Et après, tu avais des patios, des espaces de jeu pour les enfants. Et le dernier niveau était toujours réservé au directeur de la boîte. Donc, le directeur de l'agence d'assurance L'Abeille, c'est lui qui habitait sur le dernier niveau. C'est lui qui avait toutes les commodités, hein, des grands espaces, la tout belle ça. vue et tout. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, il y avait une belle vue aussi sur le plateau. On va mettre tout ça, je vais mettre tout ça à l'écran après, donc, pour le montage. Et donc, vous aurez l'occasion de voir, en tout cas, le projet sur lequel j'ai travaillé également, tout ce dont on a parlé actuellement. Et même quand tu parlais de ton projet, là, de mémoire, en faisant mon mémoire, quand j'ai pu convaincre maintenant mes responsables de projet, la directrice de mémoire et les profs qui m'encadraient, ils m'ont aussi parlé de ta prof, Caroline Boa. Caroline Boa, ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est quand les choses ont commencé à marcher et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec ta camarade, Audrey. Voilà. Et j'en ai parlé à M. Ducharme qu'il se pourrait que des étudiants ivoiriens passent. Il m'a dit, oh, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, je suis très content du moment où... Bien sûr, c'est ça.
après mon décès, je ne serai pas oublié par ce travail que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas à quel niveau vous me faites plaisir, au fait. C'est vrai. Voilà. Et il était très content. Et c'est aussi grâce à elle que j'ai eu accès aussi à leur archive. En vrai, quand je suis allé dans le sous-sol, là, dans la cave, en fait, c'était comme un trésor que j'avais trouvé. Et là, j'étais là, je tournais les pages, je prenais des photos. Je dis, mais... En fait, je voulais plus quitter l'agence, tu vois. Après, je me suis même déplacé, je suis allé dans une autre salle, là, sur une grande table, j'ai allumé les lumières et tout. J'ai commencé à... Parce qu'ils ont un espace grand. Oui, j'ai commencé à balayer, on revu en tout cas tous leurs projets qu'ils ont... Mais waouh, quoi. Et après, t'as Jean Chevaux qui vient me voir. Ah, t'as pas fini? Et dit, non, j'ai pas fini, je suis encore là. En fait, à chaque fois que je dis je vais finir, c'est là que j'ai encore plus d'inspiration. Je découvre d'autres trucs. Mais après, j'ai pas pu tout prendre. Mais en photo. Mais le peu que j'ai pris, c'est quand même important, une grosse ressource, quoi. Et même en parlant de reconnaissance, le travail de DLM a été reconnu au MOMAR. Le bâtiment et le projet d'Anguédédou, les logements en terre, là, pour lequel les dirigeants n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas. On va parler de ça. Ils ne voulaient pas vraiment que ça soit fait en terre, tout ça, mais toujours en parlant de désobéissance, Ducharme, qui avait ce fort caractère avec ses associés, s'est imposé. C'est ça. Il a fait et ça a marché. Et en Côte d'Ivoire, toujours DLM, ils ont eu en 1967 les quais d'argent à partir du projet de l'INADES. Et les quais d'argent... En architecture, on sait ce que c'est. Voilà. C'est un gros prix. On sait ce que c'est un prix vraiment... Aujourd'hui, même quand tu l'as, tu as la commande, quoi. C'est ça. Et ils l'ont eu, mais en Côte d'Ivoire, avec un projet ivoirien. Donc, ça donne une idée de la qualité du travail. C'est vrai. Et même, il y a le projet de la Cité des Arts qui a été présenté à l'Union internationale des architectes. Donc, ça va... En fait, on a dépassé les frontières, en fait. Tu vois, on est allé à l'extérieur avec des projets africains, ivoiriens. Donc, ça montre vraiment que on construisait vraiment, on faisait de l'architecture, quoi. Avec de la volonté derrière. Mon problème, c'est que y a on parle pas de ça, tu vois. Genre, il y a personne. Mais justement, c'est là. Oui, ces podcasts sont en fait un excellent moyen de pouvoir en parler. Parce que Archives en Afrique, aujourd'hui, on informe, on partage, on éduque, tout ça. Et la vision d'Archives en Afrique, plus tard, c'est de vraiment organiser des tables rondes avec des architectes où on va venir, en fait, partager de l'information et informer tout le monde sur ce genre de sujet-là. Voilà. Et aussi, pour rebondir un peu sur ça, l'impact de la ville aujourd'hui, les logements... le mal logement qui prend le dessus. Il faudrait qu'autour de cette table ronde, on puisse informer les populations du rôle de l'architecte, du rôle de chaque acteur du bâtiment. Vraiment, c'est très important. Et je pense que c'est en faisant cela qu'on va briser cette glace-là, qui permettra vraiment aux architectes et même aux populations. Eux, ils partent toujours d'une bonne intention. Oui, voilà, sûr. Mais il faut les accompagner quand même. Il faut les accompagner. Il faut tous les acteurs du BTP pour les accompagner. Et nous, architectes, on est vraiment, on est légitime à en parler aussi, parce qu'on est resté trop cachés dans nos coins, pas de pub. Ah, moi, je suis sorti de ma cachette. Voilà. Et ça, on le paye cher. C'est ça. Avec l'état de nos villes, on le paye cher. C'est ça. Donc, vraiment, sortons de là, ayons ces moments-là. Et pour moi, cet échange avec vous, c'est en quelque sorte une réponse à la conclusion au fait de mon mémoire. Et j'en suis très content. Vraiment, je suis très, très content. Et je ressens un peu la joie que M. Ducharme et Minos ont dû ressentir lorsqu'ils ont vu ces travaux débarquer, ces recherches. Vraiment, c'est formidable. Et pour ça, en parlant des archives que tu n'as pas pu consulter en entier, ils sont aujourd'hui à la Cité de l'Architecture. Et j'ai été contacté aussi par le responsable des archives de DLM pour pouvoir identifier quelques travaux. Donc, je pense qu'on pourrait mettre en boucle ce travail-là et puis peut-être insérer dans la boucle l'école d'architecture d'Abidjan et de Bondoukou pour analyser ces travaux-là parce que c'est notre patrimoine au fait. Et nous tous, ayant fait des études ici, en Europe et ailleurs, l'histoire de l'architecture, c'est très, très important. Voilà, l'histoire de l'architecture, c'est très important. Donc, il faut connaître notre histoire pour pouvoir se forger une identité. Voilà. C'est la vérité parce que moi, quand j'étais en première année d'archi, on était ensemble dans la même école. On apprenait l'histoire de l'architecture, mais pas de chez nous. C'était l'histoire de l'architecture européenne, le baroque, le rococo, je sais pas quoi, le gothique, l'architecture romaine. On ne dit pas que c'est mauvais. Non, c'est bien. Ça, c'est une connaissance, c'est bien, mais
informez-nous aussi sur l'architecture de chez nous, de ce qui provient de chez nous, pour qu'on puisse avoir en fait, cet ancrage-là dans notre société. Et c'est de là, en fait, qu'est venue l'idée de créer Archigénie Afrique. C'est formidable. C'est ça. Bravo, parce que je ne trouvais pas de référence, en fait. Je ne trouvais pas du tout de référence en archi. Parce que quand tu es architecte, quand tu es étudiant, tu es tout le temps amené à faire des recherches de référence. Et moi, quand je faisais des recherches, je tombais tout le temps sur des trucs européens, quoi. Même si je tombais sur quelques trucs africains, mais ce n'était pas trop fourni, tu vois. Et donc, raison pour laquelle je me dis, bon, vas-y, crée ton truc. Donc, j'ai commencé par faire une plateforme, un site internet. Et par la suite, je me dis, bon, attends, est-ce que je ne peux pas transformer ces articles en vidéo? Et là, je commence peu à peu à transformer ces articles en vidéo et tout. Et là, je me lance sur YouTube. Et c'est là que l'aventure YouTube commence. Voilà. Et peu après, je me dis, mais attends, c'est pas mieux d'aller à la rencontre des architectes, des acteurs et tout, pour prendre des informations de ceux qui ont vécu, de ceux qui connaissent cette vraie information-là, de la partager, de la vulgariser. Et c'est là que je commence à faire des interviews. Et j'ai contacté Ben, vas-y, moi je veux commencer un nouveau projet d'interview et tout. Viens, on va aller faire des interviews avec Aminos, Ducham. Mais malheureusement, il est parti, mais pas grave. Et on verra bien où ça va nous mener. Et ça nous a amené là. Là, on ouvre un podcast qui est aussi un autre format, mais avec une discussion plus détendue, plus relax, voilà, où on essaie de parler comme si on est entre potes, tout ça, où on touche aussi plusieurs sujets très, très importants. Voilà. Moi, j'avais donné une conférence dans mon à livre Bruxelles, à l'université de Bruxelles, où en fait, je leur disais, j'ai dit, on n'a pas conscience au fait du patrimoine qu'on a dans nos différents pays. Et l'histoire de l'architecture, on n'a pas, au fait, nous, en tant que jeunes architectes et futurs grands architectes et tout ça, on ne doit pas, au fait, laisser de sorte qu'on puisse avoir une architecture, une histoire de l'architecture européano-centrique dans nos différents pays. Ce n'est pas possible. Tous les États aujourd'hui, que ce soit l'Afrique du Sud, le Maroc, le Rwanda, tous les grands pays, le Congo, ils ont leur identité. Le Cameroun et tout, ils ont commencé cette étape-là de pouvoir, au fait, décentraliser l'histoire de l'architecture. Mais nous, au fait, quand tu demandes à certains étudiants en architecture en Afrique, ah oui, c'est quoi ton référentiel? C'est qui ton architecte préféré et tout ça? Il va te dire Zaadi, Maro Bota, Franck Gehry. En fait, des trucs qui sont déconnectés au fait de notre nos réalité, lieux, de nos réalités climats. et tout. Exactement. Et donc, comment on peut faire pour que nous puissions inculquer à cette nouvelle génération-là une autre pulsion, d'autres référentiels pour se dire que, les gars, on construit dans un site, on construit sur un territoire qui a déjà été étudié par des personnes. Et ils ont donné des réponses qui sont formidables. Comment faire pour revenir en arrière, pour regarder ce qu'eux, ils ont fait, les réinterpréter et les mettre aujourd'hui? C'est pas compliqué. Le podcast, il est là pour ça. Le mémoire de Minos, il est là pour ça. Nos différents travaux sont là pour ça. Consultez-les, faites un effort pour essayer de comprendre quelle est la vision qu'il y a eu derrière. Et puis, on permettra au fait à nos différents pays, que ça partout en Afrique, partout ailleurs, de pouvoir être plus grand, quoi. C'est vrai, tu as raison. Et justement, si on revient sur la question de logement d'Anguédédou, c'est comme ça qu'on prononce. Oui, tu prononces bien. Anguédédou. Oh, ça a été construit pour les plantins, non, des VA. Oui, pour la forêt. SAPH. Voilà, la compagnie SAPH. Donc, il y a une partie logement des ouvriers et une partie logement cadre. Donc, c'est en gros cet ensemble. Et ça a été construit en terre. En terre. Et là, tu as Et il y a Minos qui disait, par exemple, qu'ils ont caché le projet au président. Oui, ils ont caché le projet au président parce que le président, au fait, il n'avait pas forcément cette vision de la construire en terre. très, très ancrée dans la culture. Voilà. C'est ça. Et même Duchamp, il le disait que lui, il avait mis des pailles en toiture, au fait. Et il a caché ça. Voilà, il a caché. Donc, il dit que parfois, pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui, qu'on apprécie, ils ont dû désobéir. Vraiment, j'insiste sur la désobéissance. Et DLM en a payé cher en obéissant. Pour le projet du Centre Pompidou, ils ont été deuxième après Renzo Piano. Ah ouais. Et Renzo Piano qui a désobéi. Voilà. Renzo Piano qui a désobéi. Là, je ne savais pas. Oui, ils étaient deuxième. Donc, DLM, c'est déjà le plus vieux cabinet français et l'un des meilleurs aussi en
ce sens-là, parce qu'ils ont des projets à Paris sur lesquels il faut se pencher aussi. Là, quand tu vois, là, on est dans le contexte ivoirien. Voilà. C'est ça. C'est vrai, vous avez raison. Mais bon, après, c'était des dispositifs vraiment architecturaux économiques, voilà, où ils viennent et réinventent la production architecturale ivoirienne. Donc, c'était vraiment important de mener ce travail-là. Et en tout cas, je te remercie vraiment d'être venu pour ce podcast. Il fallait en parler, il fallait mettre les informations sur la table, de vulgariser et d'éduquer tout le monde sur ce qui provient de chez nous. Et je pense qu'on aura vraiment l'occasion de se revoir encore et de parler d'autres sujets qui viendront. Mais bon, à part ça, et si aujourd'hui on fait le contraste avec ce qui se fait aujourd'hui dans notre société actuelle, on voit que ce qui se fait aujourd'hui, c'est carrément différent de ce qui se faisait avant. Pourquoi selon toi ? Parce que l'État n'est plus impliqué dans la mise à disposition des espaces pour que les promoteurs puissent bâtir. Et les promoteurs sont privés aujourd'hui. Donc, qui dit promoteur privé parle d'optimisation en fait, en termes de coûts. Et les architectes ne suivent pas forcément. Voilà. Et ils trouvent aussi des moyens détournés pour se passer de l'architecte. Et puis, il y a un problème aussi au niveau de la main-d'œuvre. Voilà. On a une main-d'œuvre en Côte d'Ivoire qui n'est pas qualifiée. Ça, il faut le reconnaître. Voilà. Donc, c'est un travail sur lequel on doit se pencher et qu'on doit vraiment... Ce qui nous permet de... On fait un retour dans le passé, on regarde et on aura des réponses à nos villes d'aujourd'hui. Rien n'est gâté. On peut toujours s'en servir pour faire quelque chose en regardant déjà les pays de l'Asie de l'Est qui ont une architecture urbaine assez similaire à ce qu'on trouve en Afrique, mais qui ont réussi quand même à redresser. Donc nous, on peut le faire. Et puis pour les décennies à venir, remettre les choses vraiment sur les rails et avoir une architecture vraiment marquée, quoi. Et quelles sont les bonnes leçons qu'on peut vraiment en tirer de tout ce qui se faisait avant ? Les vraies bonnes leçons qu'on peut en tirer. Les vraies bonnes leçons qu'on peut tirer de ce qui se faisait avant, c'est que... au niveau de la conception aussi, tout ça. Oui, les architectes s'intéressaient aux lieux, s'intéressaient aux hommes, étaient proches de la population aussi. Ils habitaient ce qu'ils construisaient. Et l'État... était vraiment impliqué parce qu'il faut noter que nous, notre génération, on a grandi dans une Côte d'Ivoire qui n'était pas politiquement stable. Donc, l'urbanisation, ce n'était pas la priorité des dirigeants. Voilà. Donc, maintenant que le pays commence à avoir une certaine stabilité, on peut remettre le sujet à l'ordre du jour. Et ce travail qu'on fait aujourd'hui peut nous servir vraiment à toute la population ivoirienne et africaine pour pouvoir répondre à ce problème de désordre urbain auquel on fait face aujourd'hui. Et le truc aussi, c'est les architectes doivent pouvoir suivre le train. Tu vois? Il ne faut pas qu'on puisse toujours avoir des référentiels. Il ne faut pas qu'on puisse être en arrière de cette impulsion-là qu'il aura. Il faut que les architectes puissent être éduqués. On doit apprendre nos contextes. On doit faire de l'architecture situer les réalisations qu'on fait, situer et aussi vouloir habiter dans ce que nous-mêmes on construit. Parce que si tu ne veux pas habiter dans ce que toi-même tu construis, c'est que tu sais qu'il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Et comme ça, on pourra faire des choses assez exceptionnelles. Alors, ça, c'est les paillotes d'Adjamé 220 logements, avec toujours Adjamé 220 logements, avec les enfants qui jouent dans la cour et tout ça. Et c'est là que les femmes... on arrive à lire même en façade tout ce que DLM a mis en place pour les avoir claustras en bois, du logement économique. Au niveau des cages, escaliers. Voilà, et tous ces logements, ils ne dépassaient pas R+4 pour ne pas mettre d'ascenseur. Oui. Voilà. L'optimisation. Optimisation. C'est vrai. L'ascenseur, ça coûte cher quand même. C'est un poste de dépense important dans le bâtiment. C'est vrai. Donc, on lit sur la façade les dispositifs mis en œuvre pour pouvoir avoir des projets économiques et des logements économiques. Donc, le mémoire, je pense que je le mettrai à disposition du grand public pour qu'il puisse le lire. Et voilà. T'as raison. Il le faut. On mettra un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés par son travail. Alors là, on a le plafond, la surface du plancher de la vice-présidence de Côte d'Ivoire, réalisé toujours par DLM. Et le motif qui est là, c'est une porte. C'est nouveau.
Voilà, une porte Sénoufo qui a été prise, ils l'ont encastrée pendant le moulage du béton et ils l'ont démoulé et on a ces revues, on a tout ce relief-là. C'est vrai, parce que ça, c'est une partie dont tu parles aussi dans ton mémoire. Effectivement. C'est vraiment intéressant d'avoir rappelé en fait l'architecture traditionnelle d'habitation qu'on pouvait retrouver dans chaque ethnie, les 4 grands groupes ethniques. Tu as parlé des Akans, des Abrons, des Gours et des Mondés. Très important. En tout cas, j'ai vraiment aimé cette partie-là. Je me suis dit, ah ouais. Et il y a un reportage photographique également qui a été fait par Patrick Bouchin. Patrick Bouchin, qui est un architecte urbaniste très connu, qui était en Côte d'Ivoire, qui a fait le tour. Oui. Donc, aussi, qui a fait ses expositions aussi au Centre culturel français. Voilà. Qui est toujours réalisé par DLM. Hein. Il documentait toutes ces visites-là avec un croquis. C'est-à-dire, quand il partait dans un village, par exemple, il regardait comment est-ce que ses habitants étaient formés et il faisait un croquis vite fait. Et c'est ça qu'il a pu documenter en fait dans son travail. Vraiment, bravo. bien, c'est super. Merci. Mais bon, mot de fin. Ouais, en tout cas, pour dire qu'aujourd'hui, ce podcast, le sujet qu'on a débattu, c'était aussi une réponse à ce qui se faisait auparavant. Et c'était aussi une réponse aux problèmes qu'il y avait auparavant. Donc, on avait parlé de l'architecture vernaculaire, de l'architecture en terre et tout ça. On voit qu'aujourd'hui, ces architectes-là, ils n'ont pas forcément utilisé la terre, ils n'ont pas forcément utilisé la paille, ils n'ont pas forcément utilisé, l'argile ou quoi, mais ils ont utilisé l'essence qu'il y avait derrière cette forme d'architecture vernaculaire qu'auparavant, qui était le bien-être des populations. Et donc, si on remet cette thématique-là au centre, au fait de ce qu'on fait, au centre des conceptions en architecture, on pourra faire que de projets qui sont exceptionnels. Quoi. C'est vrai. Et l'architecture africaine n'est pas toujours synonyme de construction en terre. Voilà. Et donc, bon, voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci, Modeste Palais, d'être venu. D'ici loin, voilà, je tiens à préciser ça. Et je tiens vraiment à te remercier aussi pour cet échange qu'on a eu dans cet épisode en parlant, en retraçant les réalisations de l'agence DLM sur lesquelles tu as travaillé. Et bravo encore. Voilà. Merci. Et votre invitation est en quelque sorte une réponse à ma conclusion, à la conclusion de mon mémoire. Et j'espère que les étudiants en architecture en Côte d'Ivoire pourront se saisir de cette occasion et de ce travail qui est en train d'être fait par Yacouba et Ben, y compris du mémoire qui a été fait, pour pouvoir se construire une identité, une référence locale. C'est très important. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous aussi qui avez regardé la vidéo et à bientôt pour un prochain épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Ciao.